Salva, vous êtes directeur de laboratoire à l'ANSES et vous êtes directeur de la santé animale et du bien-être animal à l'ANSES. On est à la veille de la période migratoire, période à haut risque. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du risque pour cette année? On sait qu'il y a encore ce virus H5N8 qu'on a eu l'an dernier qui circule dans la faune sauvage à l'est de l'Europe. Alors on a eu des cas en Italie jusque très récemment, y compris sur des élevages d'oiseaux domestiques. Mais on sait qu'on a eu des cas il y a moins de 2 semaines en Allemagne, dans le nord de l'Allemagne, sur de la faune sauvage, notamment des palmipèdes sauvages. Donc ce risque existe, il est à nos frontières. La question c'est est-ce que des oiseaux migrateurs contaminés vont arriver chez nous et être responsables de foyers? On ne peut pas y répondre pour le moment, mais on est très vigilants. Donc on est sur 2 années d'épidémie. On a l'impression qu'il va falloir apprendre à vivre avec le risque au moins de grippe aviaire, c'est ça? Oui, tout à fait. Je pense que le risque d'introduction par la faune sauvage, notamment par les palmipèdes migrateurs, on aura du mal à l'éviter, même si il y a des mesures de confinement des animaux dans les zones où on sait que ces palmipèdes vont se poser, beaucoup plus autour des zones humides, etc. On évitera difficilement une introduction. La question pour nous et pour la filière, c'est d'éviter la propagation à partir d'un foyer d'introduction dans d'autres élevages voisins ou par échange d'animaux ou de personnel ou de matériel entre les élevages qui vont être responsables indirectement de la propagation du virus. Alors on a l'impression que c'est la tolérance zéro qui est prônée en matière de grippe aviaire, qu'elle soit faiblement ou hautement pathogène. Pourquoi? Alors, en particulier, pour les virus hautement pathogènes, on sait qu'ils ont un pouvoir d'abord de nuisance vis-à-vis des animaux et de perte de production tellement énorme qu'on ne peut pas économiquement se permettre de laisser circuler ces virus qui tuent énormément les animaux. Donc l'idée, c'est de les éradiquer. Pour les faiblement pathogènes, l'idée, c'est de bien les surveiller pour connaître leur évolution et pour qu'ils ne se transforment pas à un moment de leur vie en hautement pathogènes. L'autre chose pour les hautement pathogènes, c'est que si on les laisse circuler, même si les animaux sont plus ou moins tolérants, on a un risque qu'un jour ces virus mutent suffisamment pour devenir pathogènes pour l'homme. Et ça, c'est vraiment ce qu'on veut éviter à tout prix. Alors un mot sur les mesures de biosécurité, elles sont obligatoires. Est-ce qu'elles sont adaptées aux élevages, aux petits élevages en circuit court ou en autarcie? Tout le travail qu'a fait l'ITAVI dans son travail de rédaction de fiches de biosécurité pour tous les types d'élevage, c'est d'essayer d'adapter à chaque configuration d'élevage, à chaque mode d'élevage, les mesures de biosécurité qui sont préconisées. Évidemment, on ne va pas demander exactement la même chose parce que la configuration de l'élevage est différente. Entre un très gros élevage qui fait du prêt à gaver et qui va distribuer ses canards prêts à gaver à plusieurs gaveurs et un petit éleveur qui élève en autarcie, qui reçoit des canetons de un jour et qui sort du foie gras ou des canards prêts à l'abattage de sa ferme. Donc évidemment, les mesures de biosécurité ont le même objectif, c'est-à-dire de bien définir ce qui est en dehors de l'élevage et de bien définir ce qui est dans l'élevage. Et d'avoir une frontière, une barrière entre les deux, où on se change de tenue, où on change de bottes. Ce n'est pas forcément le même type de frontière sur des gros élevages avec plusieurs bâtiments que sur des tout petits élevages. Simplement, le travail qui a été fait par différentes organisations, par l'Institut technique de l'aviculture, c'est d'adapter à la configuration de l'élevage et au type d'élevage auquel on a affaire ces mesures de biosécurité pour qu'elles soient applicables. Alors, est-ce que la grippe aviaire, elle remet aussi en cause la notion d'élevage en plein air, qui est une spécificité française et une richesse française? Alors, absolument pas. Il n'est pas question de remettre en cause l'élevage en plein air. Il est question, dans les périodes à risque, c'est-à-dire à partir de maintenant, en gros, à partir du 15 novembre jusqu'à à peu près mi-janvier, dans les zones où on sait qu'on risque d'avoir des animaux sauvages, des oiseaux sauvages qui se posent, notamment dans les zones humides, puisque ce sont les oiseaux aquacoles surtout qui vont transporter ce virus, dans ces zones humides, de pouvoir confiner les animaux pendant ces périodes à risque, c'est-à-dire à peu près 2 mois par an. Ça ne remet pas en cause le fait qu'on peut élever ces animaux en liberté le reste de l'année, voire dans des zones qui sont à moindre risque ou à risque très modéré. Et un dernier mot sur le coût des analyses pour les éleveurs qui sont soumis à des obligations d'analyse avant les mouvements des animaux et qui se plaignent du coût de ces analyses. Comment faire pour que ce soit compatible avec l'économie avicole? Alors déjà, sur le coût des analyses, il faut aussi faire jouer Il y a des méthodes d'analyse qui existent actuellement, qui sont coûteuses parce qu'elles sont relativement manuelles dans leur mise en œuvre, mais il y a 11 laboratoires qui sont capables de les mettre en œuvre en France, donc on peut faire jouer la concurrence entre ces laboratoires, c'est une première chose. Et très prochainement, nous sommes en train de travailler avec les fabricants de réactifs pour mettre
mettre au point des trousses, des kits de diagnostic plus automatisés, qui fonctionnent de la même façon, sur le même principe de méthode, hein, mais qui soient plus automatisables et qui vont permettre aux laboratoires de diminuer leurs coûts, notamment de main-d'œuvre et leurs coûts de mise en œuvre, et donc de le répercuter sur leurs clients. Par ailleurs, ça permettra aussi, dans le cadre des autocontrôles avant mouvement, à des labos, pas seulement les labos agréés, c'est-à-dire les labos officiels qui sont plutôt des labos départementaux, mais aussi à des labos reconnus qui sont des labos privés qui vont intervenir pour le compte des éleveurs pour les autocontrôles, de mettre en œuvre ces méthodes et donc d'augmenter le nombre de labos qui peuvent le faire. Et donc par le jeu de la concurrence, on sait que les prix vont certainement diminuer. En attendant, ce que propose l'administration, c'est de diminuer un peu le nombre d'échantillons dans un premier temps pour diminuer le coût des analyses, pour revenir ensuite à un nombre d'échantillons qui correspond mieux à la réalité de ce qu'on veut faire en termes de dépistage et lorsque les coûts des analyses auront baissé. Mais l'idée, c'est que pour le moment, on essaye de s'adapter aux coûts qui sont supportables par les éleveurs en termes d'autocontrôle. Gilles Salva, je vous remercie. Je vous en prie.